Hey, salut à toi. Est-ce que tu aimes les contenus courts, impactants, d'auteurs sérieux mais qu'on entend rarement? Si oui, tu es au bon endroit. Si tu veux un résumé du contenu qui arrive, rends-toi directement à l'introduction de la vidéo. Clique directement sur le chapitre dans la description là. Cher lecteur, avant d'aller plus loin sur la chaîne, sache que j'ai aussi ouvert un blog un peu particulier qui reprend la présentation audio que tu vas voir ici et que je te présente. Je t'encourage donc à faire un tour dessus, direction la page synthèse des lectures, pour que tu puisses t'approprier le contenu, somme toute sommaire, mais qui te permettra d'avoir, avec précision et en pas moins de 2 minutes, des informations précises et de qualité. Et tu peux même les copier-coller dans le bloc-notes de ton téléphone pour les ressortir à un dîner de famille. Si, tu vas voir, tu vas tous les impressionner. Tu m'en diras des nouvelles. Tu peux retrouver tout ceci en lien dans la description sous la vidéo ou en scannant le QR code qui va s'afficher là juste après, tu vas voir. Donc prépare ton téléphone. Maintenant que tu sais tout ça, je te laisse et je te souhaite une bonne écoute. Alors de quoi on parle concrètement? Dans ce chapitre 9, on apprend que les engagés blancs en France étaient en moyenne engagés pendant 3 ans. Et comparativement pour les Anglais, c'était 7. Ils étaient utilisés pour faire du défrichage et bien souvent devaient reverser au moins une vingtaine d'hectares à leur maître. Rien que ça. L'autre cause de la non-esclavagisation de la grande majorité des engagés blancs, était du fait des guerres en cours. Les néo-féodalités les demandaient et les faisaient enquérir à côté d'eux, pour des guerres, etc. Et le coût de production de l'Africain noir était plus avantageux aussi que celui de l'engagé blanc, ce qui freina l'envie pour ce dernier d'y participer. C'est bien les Anglais qui eurent le monopole avec les Anglo-Hollandais de la traite atlantique en créant en 1672 la Royal African Company. Maintenant que nous avons vu le petit résumé, je vous laisse découvrir la grande synthèse. Les engagés européens dans l'affaire. Après avoir discuté des Amérindiens et des Africains, parlons maintenant des Blancs engagés. Et contrairement à ce que raconte l'histoire, tous les Européens n'étaient pas des esclavagistes ou des colonisateurs, mais certains, comme vous allez le voir, le sont devenus par la force des événements. Alors, de quoi s'agit-il au juste? Eh bien, on pourrait autant parler d'un travailleur sous contrat que d'un engagé sous servage. Pour la France, les engagés envers les colons se sont vus être sous contrat pendant 3 ans. Quant aux Anglais, nous étions sur 7 ans. Mais rien n'était rose autant pour eux que pour les déportés. Les conditions de vie avant le départ étaient bien souvent affreuses. Ils devaient payer leur passage, soit en argent, soit en nature. Dégoûtant, vraiment, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Car ce n'était que du surplus et le contrat n'avait pas commencé. Rendez-vous compte. Le pire, c'est que parfois, ils ne survivaient même pas pour aller au terme de leur contrat. David Galenson aurait retrouvé plus de 20 000 contrats londoniens, ce qui représente pas moins de 6% des travailleurs sous contrat. Est-ce que vous vous rendez compte de l'énormité de ce chiffre? Leur rôle était souvent lié à du défrichage. De plus, ils reversaient bien souvent 20 hectares de leur future plantation. S'ils vivaient jusque-là, évidemment. Alors il est vrai qu'en ouvrant ce livre, on regarde un peu ce que l'on connaît de fait, que ce sont majoritairement des Européens, par des politiques économiques privées et publiques qui ont déporté majoritairement des Africains noirs. Si bien qu'avant la Révolution sucrière, c'est-à-dire avant le réel commencement de la traite atlantique, un nombre important d'îles britanniques, françaises, rivalisaient de leurs importations de sucre par l'injonction toujours plus massive d'Africains sur des terres toujours plus grandes. Mais alors pourquoi? Car cela, l'auteur le note comme si cette pensée avait été traversée par nos descendants. Pourquoi les Européens n'ont pas été plus largement esclavagisés? Eh bien, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Tout d'abord, l'abondance d'hommes en Europe de l'Ouest était un avantage stratégique pour les guerres. Les catholiques versus les calvinistes, les guerres de territoire, religieuses, etc. Mais aussi parce que les petites affaires des colons étaient en métropole majoritairement, et que faire venir des paysans de petites campagnes aurait été long et fastidieux. L'idée n'était pas exclue, loin de là. On peut d'ailleurs se demander pourquoi. Et puis, un autre argument, qui est celui de l'ethnie. Un Européen sur un Européen reste plus difficile à soumettre, car l'autre est son miroir. De plus, avec l'évolution du monde musulman, ainsi qu'avec la fermeture du pourtour de la mer Noire, les Européens n'avaient plus accès à un marché d'esclaves comme auparavant. Ainsi, une certaine morale interdisait
s'érigeant peu à peu contre la traite des chrétiens orthodoxes d'Orient. L'Europe de la même époque, c'est-à-dire la période de la guerre de 30 ans, vit apparaître une nouvelle forme de servage, qui, elle, contribua à changer les horizons des anciennes féodalités désireuses de mettre en valeur leurs terres, notamment par l'augmentation de la demande en grains. Ce qui, dans le cas d'une forte demande d'émigration, aurait contraint les seigneurs à, je cite, charger leur population de manière à les faire rester sur place. Le recul de la main-d'œuvre blanche en tant qu'engagée était en Europe l'œuvre d'événements multiformes. Ainsi, lorsque les traites atlantiques africaines noires avaient cours, des Africains arrivèrent en masse, déportés évidemment. L'engagé européen était face à un dilemme. Selon l'auteur, ce dilemme fut celui d'une concurrence, mais aussi de la différence entre l'horizon de réussite pour l'Européen et celui d'une seule voie pour l'Africain. Dès lors, par la rumeur et les nouvelles, les candidats européens baissèrent aussi. En somme, l'Europe était, beaucoup plus exigeante. En soi, cela est normal, je le subodore, car à l'époque, on mettait alors sur le même plan une main-d'œuvre sans rémunération face à une autre, quand même plus exigeante en tout point. À savoir que, aux alentours de la guerre anglo-hollandaise, les circuits d'approvisionnement étaient majoritairement tenus par ces derniers, ainsi que par les Portugais. C'est bien la Royal African Company, en 1672, qui monopolisa le commerce d'esclaves. Et oui, encore une fois, c'est souvent les mêmes. Le glissement entre compagnies à charte vers des compagnies privées fit, nous dit l'auteur, son apparition au début du XVIIIe siècle. Voilà. Vous pouvez retrouver le résumé synthèse en lien dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à plus tard pour un nouveau chapitre. Et à bientôt sur mes lectures.